Bonjour à tous, bienvenue dans Espace de travail, l'émission de Mediapart consacrée aux questions sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au numérique, en tout cas à la révolution numérique et comment elle a accéléré le précariat. En effet, on a vu apparaître en même temps que le développement de ces fameuses plateformes collaboratives Uber, Foodora, Blablacar, des nouvelles formes de domination et d'exploitation économique. De plus en plus d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, de freelance aujourd'hui tentent de résister en menant des actions judiciaires. Certains s'organisent, comme les livreurs de repas de la société TokTok. Pour parler de ce germinal au royaume des plateformes, deux invités avec nous. Jérôme Pimaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coursier à vélo, vous vous définissez comme un militant anti-ubérisation. Vous avez commencé la livraison à vélo en 2014 et travaillé pour 3 plateformes différentes. Vous en avez aujourd'hui assigné 2 au Prud'homme, TokTok et Take It Easy, pour faire requalifier votre contrat de travail votre contrat de prestataire en contrat de travail. Et vous vous êtes lancé dans une lutte loin des syndicats en montant un collectif de coursiers. Vous allez nous expliquer tout cela. À vos côtés, Patrick Singolani, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, enseignant à l'université Paris 7 Denis Diderot. Vous êtes un petit peu dans la lignée de Jacques Rancière. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le précariat, la pauvreté, qui sont même devenus vos spécialités. Dernier ouvrage, Révolution précaire, essai sur l'avenir de l'émancipation aux éditions La Découverte. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ces révolutions, ce précariat peut-il être émancipateur? Alors, avant de commencer, je voudrais qu'on s'intéresse aux mots, parce qu'ils sont importants, que la plupart d'entre eux sont devenus un petit peu fourre-tout. Je pense à l'ubérisation, mais avant l'ubérisation, on a les mots précaire, précariat, précarité, précarisation. Je voudrais qu'on s'interroge un petit peu sur le sens qu'ils revêtent à vos yeux. Patrick Singolani, vous, le sociologue. Bon, alors très brièvement, en fait, au fil des années, au fil, disons, à la fois d'une activité effectivement de sociologue, mais aussi au fil de la biographie, au fond, on peut distinguer trois acceptions, disons, du mot précaire, précariat, ou travail précaire. Justement, la première occurrence qu'on peut dire, c'est important de revenir à cette histoire parce que elle permet justement de préciser ce qui s'est passé et de ne rien rater des dimensions ou de manquer des dimensions justement des mots. Donc, il y a eu le moment travail précaire qui a été un moment tout à fait fondamental d'analyse, de contestation dès les années 80 en fait. L'idée d'une contestation du travail précaire, d'une contestation de l'intérim, des sous-traitances, etc. a été très présent et une sensibilité aussi à la manière, bon c'était l'époque de la segmentation du travail, tous ces thèmes-là, et une sensibilité aussi aux effets de division, de rupture à l'intérieur des collectifs de travail qui faisait qu'effectivement il y avait aussi une opacité, donc certains travailleurs n'étaient pas visibles, invisibles, invisibilisés, etc., etc. Donc il y a eu ce premier moment. Et en même temps, et c'est une autre dimension à laquelle je tiens, c'est que aussi à un moment, un certain nombre de travailleurs qui étaient confrontés aux questions de précarité, de travail précaire, finalement se sont désignés eux-mêmes et auto-désignés comme des précaires. Il y a eu des mouvements de précaires et évidemment, ils étaient dans des formes de travail intermittent, etc. Mais en même temps, ils se sont désignés comme porteurs d'une alternative. Et ça, c'est un élément très important. Je pense qu'il ne faut pas perdre finalement le potentiel alternatif qu'il y a eu historiquement notamment, c'était autour de la question de l'autonomie, etc. Et il y avait des gens finalement qui essayaient de nouvelles formes de vie à une certaine distance du travail, dans une certaine intermittence du travail, etc. Et dans les années, disons, on peut dire vers la fin des années 80, il y a évidemment un enjeu tout à fait fondamental, qui est la question de la nouvelle pauvreté. En France, on redécouvre, disons, au milieu des années 80, on pourrait dire, la question des morts de froid dans la rue, etc., etc. Et donc, on rentre dans la problématique précarité, pauvreté. Et je pense que si on veut parler de ce qui se passe aujourd'hui, des enjeux d'aujourd'hui, il faut toujours garder en tête ces 3 acceptions. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je pense que les enjeux de pauvreté sont fondamentaux, les enjeux de travail précaire,
évidemment en parler ici, mais en même temps aussi garder le fil peut-être ténu, mais tout à fait fondamental de potentialités alternatives de vie. Voilà. D'accord, et on a tendance à assimiler précarité et pauvreté, mais il y a quand même finalement des différences. Oui, alors, enfin, effectivement, on a tendance à... La question précarité, effectivement, elle relève bien effectivement de la pauvreté. Je pense que c'est plutôt, encore une fois, le mot précaire qui est important et de la prise de distance qu'il permet de prendre à l'égard justement du discours de la pauvreté. C'est-à-dire que, encore une fois, dès les années 70, 75, les années 80, émergent des formes de vie nouvelles, où on prend ses distances par rapport au travail, éventuellement d'ailleurs on peut prendre ses distances par rapport à des modes de consommation, et où on essaye finalement, des gens essaient de vivre autrement, de travailler autrement. C'est aussi l'émergence de tout un domaine autour de la question de l'activité. C'est les moments où, par exemple, quelqu'un qui a été en prise disons très branché sur ces mouvements, quelqu'un comme André Gorz par exemple, qui reprend l'idée de précaire, éventuellement même de précariat. D'ailleurs, le mot précariat est un peu, puisque c'est le quatrième finalement après travail précaire, précaire et précarité, ce mot précariat est lui-même, il y a une lecture très, comment dire, très, on pourrait dire misérabiliste de la question du précariat, mais en même temps, je crois qu'aussi il faut garder cette dimension de ferment contestataire, cet élément de ferment critique, à l'intérieur d'un processus évidemment qui est de dégradation des protections et de dégradation des conditions de travail. Alors précariat qui touche les classes populaires, mais qui touche aussi, qui s'est étendu aux classes moyennes. Alors aujourd'hui, on a avec nous Jérôme Pimaud. Jérôme, vous vous définissez comme un travailleur précaire. Justement, ces mots-là sont des mots qui vous parlent? Le précariat, oui, c'est un mot que je connaissais, mais je ne savais pas trop en effet ce que ça voulait dire. Quand je me suis aperçu de ce que c'était quand je suis tombé dedans. Le précariat, oui, un jour on tombe dedans hein, pour symboliser quelque chose dans lequel peut-être même on marche plus qu'on tombe. La précarité, elle est essentiellement sociale dans ce qui concerne mon travail, la livraison à vélo. Elle est aussi, je ne sais pas si on peut parler de précarité de la sécurité. Disons qu'on parlera d'insécurité, insécurité physique, d'instabilité. Oui, insécurité physique, insécurité physique, c'est-à-dire qu'on peut tomber, c'est un métier dangereux. Outre le côté social qui découle de cette insécurité physique palpable, c'est un métier dangereux. Chaque livreur qui rentre chez lui chaque soir est un livreur qui a eu 2-3 coups de bol dans la journée qui lui a permis d'éviter des drames. Tous, évidemment, n'ont pas cette chance. Et donc, tous les jours, toutes les semaines, il y a des accidents. Mais je m'étais rendu compte un petit peu du danger social avant le danger physique. Le danger physique, on en prend conscience quand il nous arrive quelque chose. Le danger, il était pour moi avant tout social dans une société, dans la première société qui était la société Toc Toc Toc, où je m'apercevais que les jeunes qui travaillaient avec moi m'ont fait prendre conscience en discutant devant les restaurants où on attendait les commandes de ce qui était la charge de travail, de ce qui était la pression en fait, managériale. Moi, je venais d'arriver, j'étais là depuis quelques semaines dans cette société. Et vous arriviez d'un tout autre milieu, vous étiez animateur, c'est ça, culturel? Oui, j'étais animateur enfant, socioculturel dans des associations et des collectivités territoriales en Savoie. Donc voilà, ça n'avait rien à voir quelque part, mais on pourra trouver le lien, j'y reviendrai. Et donc, j'étais, on va dire, corporate en fait. Moi, je voulais travailler, gagner ma vie en faisant du vélo. Et j'ai eu une idée en même temps qu'une plateforme qui s'appelait Toc 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 l'a vue, elle, de fournir du travail, d'offrir, plutôt, je m'apercevrai plus tard que c'était loué, du travail à des jeunes à vélo, à skateboard, même à roulette, à patin à roulette et à trottinette. C'était leur baseline, en fait, leur communication. Et donc moi j'étais corporate, j'étais payé pour faire du vélo, pour faire de la livraison, et ça me choquait d'autant moins que je viens d'un milieu familial où ma maman était serveuse, restauratrice. Donc évidemment, moi, amener de la nourriture à des gens, même s'ils sont au 4e étage, pourquoi pas? Et en plus c'était à vélo, donc j'avais pas une salle de restaurant, j'avais Paris. Donc ça me choquait pas. C'est en discutant en fin de compte avec les jeunes qui étaient là depuis quelques semaines, quelques mois avant moi, qui me parlaient de leurs conditions de travail, que je me suis dit, ouais, en effet, il y a des problèmes, quoi. Et puis moi-même, j'ai commencé à avoir des soucis au niveau de la rémunération, au niveau des dialogues avec les managers, le manager, parce qu'on avait un manager
toutes ces petites choses qui me feront comprendre ensuite qu'on n'était pas si indépendant que ça, voire pas du tout. Et en parlant à un juriste en fait, de ces conditions de travail, il a mis le doigt dessus. Il a dit « Mais Jérôme, t'es pas indépendant en fait. » Et donc, quand on prend conscience de cette dépendance, finalement, oui, on en arrive au précariat parce qu'en fin de compte, quand on se retrouve accidenté, quand on se retrouve malade, quand on se retrouve ne serait-ce qu'à vouloir prendre des congés, on s'aperçoit de tout ce qu'on perd, en fait, tout ce qu'on n'a pas capitalisé, tout ce qu'on aurait capitalisé en tant que salarié. Et en termes de temps de travail, vous faisiez combien d'heures? Quelles étaient les cadences et quelle était la rémunération? Alors en effet, j'ai envie de dire oui, chacun bosse autant qu'il veut, mais comme on est payé à la tâche, le piège il est là. C'est que oui, en effet, souvent on se retrouve avec des gens qui ont besoin d'argent. Des jeunes, pour la majeure partie, c'est des jeunes, oui, en effet, issus de quartier, ou même si c'est des jeunes qui ont juste besoin d'argent de façon, on va dire... épisodique. Oui, épisodique, voilà. Bon, ça reste quand même un besoin qui est chez plein de gens assez crucial. Donc quand on est payé à la tâche, on a la possibilité qu'on n'avait pas dans le salariat de pouvoir bosser autant qu'on veut. Autant qu'on peut, en fait, on s'aperçoit, parce que les limites physiques arrivent vite, surtout en vélo, dans Paris. Et donc, voilà, on arrive vite à toucher du doigt les limites, ses propres limites. Parce qu'en fin de compte, on est soi-même son propre patron. Donc, combien d'heures et on va dire, pour un salaire on peut travailler jusqu'à 50, 60, 70 heures par mois. Moi, je n'allais pas jusqu'à 70 heures, parce que mon corps a su me faire... dire stop. Oui. Et en termes de salaire, vous... En termes de salaire, c'est vrai qu'on peut atteindre jusqu'à des salaires bruts de 2000, 2500 euros. D'accord. Certains parlent de 3000, 4000, mais j'ai du mal à y croire. Mais au prix de 60 heures. Voilà, ou au prix d'une jeunesse pleine d'hormones. Justement, quand vous écoutez Jérôme raconter un petit peu sa trajectoire de coursier à vélo dans Paris ubérisé, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui, je vais citer cet article que vous avez écrit dans la revue The Conversation, une revue scientifique que l'on trouve en ligne, c'est sur le capitalisme de plateforme et sur ses conséquences pour les travailleurs. Donc là, pour vous, l'ubérisation, ce n'est plus ni moins que du capitalisme de plateforme, même si j'imagine que vous dissociez les vraies plateformes qui sont dans l'économie de partage, dans l'économie collaborative, dans l'économie vraiment vertueuse. Mais ce n'est pas Uber, ce n'est pas Toc Toc Toc, ce n'est pas Foodora, toutes ces... Qu'est-ce que ça les visages de ces nouveaux précaires, qu'est-ce qui vous inspire? Restons-en d'abord à ce qu'a dit Jérôme, c'est Jérôme. Restons-en d'abord à ce qu'a dit Jérôme. En fait, moi, j'entends deux choses. J'entends à la fois, et je crois que c'est important d'entendre les deux, à la fois quelqu'un qui vous dit, bon, moi, je suis venu, j'y croyais, dans une certaine mesure, toute proportion gardée, j'y croyais, et par ailleurs, la dimension à la tâche savait quelque chose, effectivement, qui était intéressant, parce que, bon, en tout cas, c'était à défaut d'être dans la vérité. J'en avais même pas conscience, en fait. J'en avais même pas conscience du travail à la tâche et de ce que ça... En tout cas, il y avait cette dimension peut-être, d'une relative, en tout cas, je mets des guillemets évidemment au mot, d'une liberté quant à l'investissement dans le travail, etc. Et en même temps, ce qu'on voit aussi immédiatement apparaître, c'est une autre figure, c'est-à-dire au fond des formes d'intensification et des formes d'intensité qui sont inhérentes à ce type de travail. Et puis, ce que vous évoquez aussi, au fond, c'est quand même la question derrière du manager et des formes finalement d'injonction au travail, j'allais dire d'encouragement, plutôt de monitoring du travail. Et c'est autour de cette figure-là, à mon avis, qu'il y a quelque chose d'un parallélisme à faire avec la question de l'ubérisation, qui est effectivement la question, mais je ne sais pas, je ne pense pas que pour Toc Toc ce soit la même chose, c'est la question de l'algorithme. C'est-à-dire que bon, s'il y a un algorithme... Toutes ces boîtes ont un dénominateur commun qui est donc c'est la question vraiment du monitoring qui apparaît, c'est-à-dire à la fois on en a des formes qui se donnent, des formes de travail qui se donnent dans une sorte de plasticité, souplesse, etc. Et en même temps, constamment, il y a la logique du GPS qui vous indique le bon chemin à suivre, et également des formes d'incitation. Enfin, je ne sais pas comment ça se passait pour vous. Des notes aussi. Oui, avec des notes clients, voilà. comme chez Uber. Voilà. Et éventuellement, même, l'algorithme vous dit « Ah, mais ce serait bien que tu bosses à ce moment-là, parce que
parce que c'est l'heure de pointe et qu'il y a une très forte demande en ce moment en termes de clientèle. Donc on voit comment, et justement là on peut dépasser ses limites parce qu'on peut avoir travaillé sa journée et puis l'algorithme vous dit c'est le moment en fait. Donc on voit très bien comment finalement il y a au fond une forme d'assujettissement qui n'est plus un assujettissement au chef, pas toujours en tout cas, à cette présence physique du chef, mais on a des formes d'assujettissement à la technique et finalement à cette mathématisation au fond du travail. Et je rappelle d'ailleurs que on pourra peut-être essayer d'élargir les choses, mais aujourd'hui, les formes de contrôle et les formes d'accompagnement du travail, y compris d'ailleurs dans les chaînes, justement dans les chaînes, disons, logistiques qui amènent les marchandises, etc. Le grand modèle, c'est quand même le GPS. Hein. Et que vous travaillez chez Amazon pour aller chercher des disques ou des livres, ou que vous travaillez chez Uber ou chez TokTok, finalement, la question de cette logique du GPS et au fond d'un contrôle algorithmique du travail, et en tout cas d'un contrôle en surplomb, est tout à fait important. Et donc finalement, on a une forme d'accompagnement, d'une certaine mobilité, mais qui est au fond une mobilité contrôlée, quoi. Ouais. Voilà, une mobilité contrôlée par la technologie. Beaucoup de jeunes, en fin de compte, avec qui je travaille, et on entend ça souvent, en fin de compte, ont l'impression de ne pas avoir leur patron sur le dos. C'est une des plus grandes libertés qu'ils éprouvent. Sauf qu'en fin de compte, quand on leur explique qu'en fin de compte, leur patron, ils l'ont déjà sur le dos, parce que dans notre métier, on a des gros sacs à dos, avec le nom du patron dessus. Et puis surtout, on l'a dans la poche, le patron, en fait, parce que c'est notre téléphone. Et notre téléphone, c'est pas un patron qui vient nous voir 2-3 fois par jour, qui nous croise dans un couloir ou à la machine à café. C'est vraiment du seconde par seconde, et il sait à quelle vitesse on va, ou dans quelle direction on y va, si on s'est perdu. On a un petit coup de fil parce que comment ça se fait que t'es bloqué, parce que j'ai crevé, ou alors c'est tout le temps comme ça, quoi. Donc le côté la liberté elle disparaît très vite en fait. Alors vous avez mis finalement l'un comme l'autre le doigt sur ce qui est problématique, ce qui est donc le lien de subordination, puisque là où on voudrait dire au travailleur ubérisé qu'il est libre, autonome, etc., il est en réalité toujours subordonné, alors peut-être pas à un chef comme vous disiez, mais en tous les cas à un GPS, un algorithme, et finalement une puissance derrière qui dicte la cadence, qui dicte le rendement, etc. Alors toute la difficulté du coup dans ce décorum, c'est de repenser le droit du travail à l'aune de ces nouvelles formes de domination et d'exploitation. Alors on avait vu dans un des articles de la loi sur le travail qui a été tant décrié mais qui a été validé au forceps par le gouvernement, il y a eu un article qui a finalement sauté, qui était un article qui disait que les travailleurs qui recourent aux plateformes, donc les travailleurs des plateformes, ne sont pas dans un lien de subordination, donc ils sont privés de code du travail. Donc finalement, l'article a sauté, mais c'était quand même une dérive, extrêmement dangereuse, puisque en fait on disait ceux-là, de manière assez brutale, on les empêchait de requalifier leur contrat en contrat de travail. C'est d'ailleurs ce que veut ramener François Fillon. Oui, et justement, alors on va en parler. Donc l'un l'autre, vous avez vu, alors la campagne présidentielle, elle a commencé avec un peu d'avance, puisqu'on a des primaires à droite et maintenant à gauche. Travail et chômage sont au cœur des problématiques des Français aujourd'hui, au centre de toutes les angoisses. Tous les prétendants à l'Élysée vont préciser un petit peu leur vision. Donc on a déjà un petit peu François Fillon qui a donné quelques pistes assez inquiétantes. Et ils ne vont pas pouvoir négliger la dimension que porte la révolution numérique. Donc, est-ce que il y a des candidats qui, pour l'heure, on n'en a pas entendu beaucoup, puisque tout le monde ne s'est pas encore manifesté, mais est-ce qu'il y a un candidat qui apporte suffisamment de modernité pour explorer ces terres nouvelles? On a entendu Emmanuel Macron, qui était invité très récemment dans l'émission de Mediapart Live, dire qu'il n'était pas un ubérolâtre, mais en attendant, pas non plus proposer de vraies protections pour ces salariés-là, puisque c'est ça on parle bien de salariés en fait. Alors juste une petite réponse, parce que j'ai pas non plus
de position sur les options des uns et des autres en termes politiques, mais en tout cas, il y a un point qui est tout à fait important dans cette loi travail, c'est qu'elle, au fond, interdisait la dynamique d'un procès en requalification. Je crois que ça, c'est vraiment la question centrale. Et effectivement, vous pourrez peut-être y revenir. Alors qu'en fait, c'est effectivement, dans le monde entier, un des enjeux des luttes des précaires, justement, sur la problématique des plateformes et sur la problématique de l'ubérisation. Notamment aux États-Unis, la plupart des procès sont des procès en requalification, hein, c'est-à-dire des travailleurs qu'on donne comme indépendants qui se battent pour être requalifiés en salariés. États-Unis qu'on peut en plus pas considérer comme un pays ultra-gauchiste. Voilà, c'est ça. C'est pas. Et je reviendrai d'ailleurs. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler des États-Unis, parce que là, il y a vraiment une vague de fond en termes de précarisation vraiment très, très important. Ouais. Donc voilà, je veux juste pointer cet élément qui montre, enfin, on peut pas imaginer, enfin, c'est assez incroyable qu'un texte de loi déclare que finalement ces travailleurs bon, il a été heureusement supprimé manifestement, mais en tout cas l'idée de postuler que finalement un travailleur de plateforme ne peut pas revendiquer une requalification en salarié. Voilà. Je trouve que c'est un verrouillage incroyable. Oui. C'est surtout qu'en plus, quand j'ai vu les questions qu'on m'a posées depuis la médiatisation en fait, de la problématique des livreurs sur lesquels j'ai travaillé, quand je vois les questions que certains politiques qui sont déjà engagés dans la primaire, me posaient là, à l'automne, à l'hiver, en fait, bien après la loi, je m'aperçois qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Et, vous pouvez nous citer un exemple d'un candidat en particulier, vous disiez des candidats à la primaire qui vous ont approché En fin de compte, il y a plusieurs candidats à la primaire qui m'ont approché, mais quand je vois tout un tas de questions, je ne parle pas spécialement des politiques, mais même dans les médias, quand je vois toutes les questions techniques qu'on me pose, des questions de base qu'on me pose sur mon travail, alors que ces gens-là ne connaissent pas, j'ai beaucoup de mal à croire qu'en fin de compte, les gens qui sont dans le ministère aient eu, eux, des informations beaucoup plus précises. Donc, en fin de compte, ils ont fait cette loi-là, conseillée par des gens qui avaient intérêt à ce que cette loi passe, et pas du tout par un travail de terrain. Je voudrais simplement rappeler que c'est un petit peu téléguidé par le patronat, puisqu'on se souvient en 2004, Michel de Virvie, qui était donc DRH Renault et activiste du MEDEV, qui avait remis un rapport et 50 propositions, dont une qui consistait à offrir aux travailleurs le libre choix du statut salarié ou indépendant, mais surtout pas celui de la possibilité de voir leur contrat requalifié en contrat de salarié. Il faut bien partir du principe que si le patronat joue sur quelque chose, enfin travaille sur quelque chose, ça ne peut pas être dans le but des salariés, en fait, des travailleurs, parce qu'on n'est même pas encore salariés, pas encore. Donc bon, voilà, déjà rien que de ce fait-là... Mais alors qu'est-ce qu'il faut donc vous, quels sont alors vous avez monté un collectif, vous nous raconterez un petit peu dans quelles circonstances vous avez monté ce collectif qui est parti de 200 coursiers, qui aujourd'hui compte... Qui est parti de zéro, en fait, qui est parti de 2300, plus de 2300, donc c'est un sacré boom en l'espace de quelques mois en plus. Vous avez créé cela au printemps 2000... C'est ça, un petit peu avant la faillite de Take It Easy. Et la faillite de Take It Easy a mis un petit peu en lumière, médiatiquement parlant, et dramatiquement parlant, le collectif. Donc tout un tas de gens sont arrivés sur le collectif en quête d'informations, en quête de conseils. Et en tant que travailleur ex-ubérisé, anti-ubérisation, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous attendez justement en matière de protection En fin de compte, la question, elle est claire. On travaille, on fait le même travail que tout un tas de gens qui sont salariés, qui ont les protections qui vont avec. Nous, en plus, on fait un travail qui est quand même assez exposé au niveau des dangers. Je ne vais pas dire qu'on fait un travail hyper dangereux, je ne veux pas faire peur aux gens, aux parents qui ont des enfants qui font ce métier-là, mais on fait quand même un métier hyper exposé, sans aucune protection étatique, en fait, solidaire. Il faut qu'on cotise, nous, je travaille avec des assurances pour essayer de trouver un espèce de modèle, le temps que l'État nous ramène dans ce régime général, en fait, qu'on n'aurait jamais dû quitter, enfin, dans lequel on devrait toujours être, parce que au niveau des protections solidaires, au niveau de la redistribution, tout a été fait pour ça, pour des métiers ou aussi dangereux, ou moins, ou plus. Donc voilà, à partir du moment où on fait un métier, et en plus un métier hyper exposé aussi dans la quantité qu'on
d'heures qu'on peut faire. On peut faire du vélo dans Paris jusqu'à 60-70 heures par semaine. Oui. Bon, déjà, posons-nous aussi cette question-là au niveau gouvernementalement parlant. Et puis surtout, voilà, remettons-nous dans le régime général. J'entends parler d'un troisième statut. Troisième statut n'a pas lieu d'être parce que déjà, rien que la loi travail nous ramène doucement vers du salariat via des cotisations qui devraient être à la charge du donneur d'ordre, en fait, du responsable civil, du prestataire qu'on n'appellera pas encore un salarié. Donc voilà, ça ne sert à rien de se casser la tête à essayer de faire un troisième statut intermédiaire sur lequel les applications, les plateformes se jetteront pour en tirer la substance qu'elles voudront. Parce que déjà, si elles ont réussi à tirer la substance, à ôter le lien de subordination du salariat pour faire des travailleurs indépendants, si on a un statut intermédiaire qui les brosse un petit peu dans le sens du poil, ça va être pire que tout. Et là, on va se retrouver dans de la précarité, mais puissance 10 de ce qu'on est maintenant. Maintenant, il y a une espèce de flou, en fait. Même si les plateformes parlent de vide, on parle d'un flou parce que le code du travail est gros, soi-disant, et il est compliqué. Donc, elles ont fait des contrats de prestataires qui sont simples, quelques feuilles. Donc, voilà, tu signes ça et tu as du travail, tu as un pouvoir d'achat. Voilà, remettons le focal sur ce qui est vraiment un travail, en fait, un travail avec un donneur d'ordre et un employé. Et on s'apercevra vite que les prestataires que nous sommes, que ce soit des chauffeurs Uber ou des livreurs à vélo ou je ne sais quel autre travailleur de plateforme, sont des travailleurs au moins autant, si ce n'est plus que les autres, des salariés. Patrick, vous, quel est votre regard un petit peu là-dessus? Vous disiez, politiquement, j'ai pas à me prononcer là-dessus, mais vous disiez, mais en même temps, pour vous, ces gens-là doivent intégrer le code du travail et bénéficier de la protection. Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, ce que je trouve, il y a quelque chose qui me semble tout à fait fondamental aujourd'hui par rapport à un certain type de discours. Et c'est là où on retrouve révolution précaire avec sa S, donc c'est aussi des micro-révolutions et des petites révolutions, c'est aussi la capacité d'auto-organisation aujourd'hui des gens. C'est-à-dire que alors là, vous devancez ma prochaine question qui était justement, on doit repenser le code du travail, mais aussi la question, la manière de lutter, puisque là on a un exemple très fort. Après je reviendrai, je vais revenir. Non, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment aujourd'hui aussi, par rapport à des grands discours ou à des grands diagnostics sur la société, au fond, il y a des formes de construction qui se font à partir de formes d'auto-organisation, désintéressées souvent. Bon, bah voilà, par exemple, dans le cadre des livreurs à vélo, mais aussi on peut trouver des formes d'auto-organisation d'indépendants, de travailleurs indépendants, par exemple, je sais pas, des web développeurs ou des graphistes, etc. Et ce qui est intéressant, je crois, ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est qu'il y a des formes de socialisation, il y a aussi des tentatives de trouver des structures un peu alternatives qui associeraient par exemple des éléments d'indépendance ou un certain nombre d'avantages liés à l'indépendance, notamment l'autonomie du faire. Enfin, ça peut être alors c'est moins le cas évidemment quand on est livreur à vélo, même s'il y a quand même, je pense, une part d'autonomie qui est pas, enfin, sauf qu'elle est monitorée, c'est ça le problème. Mais on pourrait, la vieille figure du livreur, hein, il y a 20 ans ou 30 ans, qui était plutôt sur sa mobilette, c'était aussi le type qui faisait sa livraison, etc. Secteur qui a bien été justement régulé, qui ne l'était pas, qui a dû l'être et qui l'a été très correctement via les syndicats. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans certains types d'activités, il y a des possibilités d'alliance entre finalement une dimension d'indépendance et une dimension de salariat. Je pense à des structures associatives ou coopératives qui essayent de mélanger finalement ces de tirer profit finalement des deux figures. C'est-à-dire que c'est pas aussi négligeable, ce n'est pas négligeable, disons, d'avoir aussi une certaine autonomie dans ce qu'on fait, une certaine souplesse dans ce qu'on fait, et de ne pas être justement subordonné directement dans l'activité elle-même. Donc il y a cette dimension qui est à prendre en compte, et surtout cette dimension, encore une fois, de laisser d'être à l'écoute finalement des formes de construction des groupes, des salariés, des travailleurs, qu'ils soient indépendants ou travailleurs. Alors,
Évidemment, je pense que sur la question directement, je pense qu'évidemment l'enjeu, s'il y a subordination, au fond, si on arrive à démontrer qu'il y a subordination, alors effectivement, il s'agit de montrer qu'il y a il faut retourner vers le salariat, et ça me semble tout à fait fondamental, parce qu'effectivement, il y a des formes de commandement, il y a un rapport qui est un rapport finalement de dépendance juridique, enfin de fait du travailleur, et donc je pense que ça doit être qualifié en salariat. Mais peut-être aussi, je poserai ça un peu en toile de fond, il faut peut-être aussi imaginer des formes de structures mixtes qui permettrait d'allier à la fois des protections sociales ou l'intégration des indépendants, de certaines figures de l'indépendance dans finalement un droit du travail qui s'élargirait et qui prendrait en charge un peu leur spécificité. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse complètement définitive et nette. Je pense qu'il faut prendre aussi en compte les spécificités sociales du travailleur. Il s'agit, je ne sais pas moi, d'un graphiste, c'est quand même aussi différent peut-être d'un... Et ce qui explique d'ailleurs dans un contexte de chômage de masse, pourquoi aussi ces métiers-là plaisent et séduisent encore malgré tout cela, parce qu'il y a aussi justement ce volet, cette souplesse-là qui est vendue. Mais alors, je vous laisse répondre à Patrick. Je réponds. Vous avez émis l'hypothèse des gens qui travaillent sur, revenir sur une forme de salariat ou une deuxième partie ou une autre chose. Il faut savoir que ces startups, ces plateformes, même avec des entrepreneurs qui ne leur coûtent rien socialement, n'arrivent pas à gagner d'argent. Donc en fin de compte, le salariat, moi mon combat salarié, il est symbolique. Parce que c'est juste pour faire reconnaître qu'en effet, ces plateformes-là, elles abusent d'un statut. Mais si on était resalarié, on ne pourrait pas travailler pour ces plateformes. En fin de compte, ces plateformes-là sont construites autour justement de cette absence de salariat. Si on redevient salarié, si on devait être salarié de ces plateformes-là, elles ne pourraient pas l'encaisser en fait, parce que tout est fait pour que le coût du travail soit minimal. Donc après, c'est pour ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre branche, essayer de travailler sur des plateformes qui ne soient plus collaboratives à vocation spéculative, mais peut-être plus à but coopératif. Pour moi, c'est aussi... C'est toute la difficulté, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, tout est mélangé en fait. On a mélangé, les pommes et les carottes, les exploiteurs et les vraies plateformes collaboratives qui portent... Les levées de fonds de ces plateformes sont faites justement sur la disparition du salariat, du moins dans ces secteurs-là, et peut-être à terme dans d'autres secteurs. Donc voilà, essayer de refaire en sorte que le salariat, non, c'est pas n'importe quoi, et on doit... À partir du moment où on est capable de payer des salaires, ça veut dire que notre modèle est viable. Si on n'est pas capable de payer des salaires, des vrais salaires, avec des vraies cotisations patronales, sociales, c'est que le truc n'est pas viable. Ça devrait être le fondamental, en fait, le fondamental de ces plateformes-là. Alors, vous avez monté un collectif, le collectif des coursiers franciliens, c'est ça ? On a zappé francilien. D'accord, maintenant, tout le monde, bien sûr, ça concerne des hommes et des femmes à travers la France. Mais, donc, qui est en quelques mois, passé de 0 à 1300 membres, donc ce qui est quand même assez important. Et surtout, vous l'avez fait loin des syndicats. Donc moi, la question, c'est comment on repense aussi les luttes et comment on agrège à ces sociabilités, ces solidarités propres à la vie précaire, comment on les agrège au syndicalisme? Est-ce que le syndicalisme est à tel point en échec qu'il n'en est pas capable? Ou est-ce que, vous l'appelez vous, cette nouvelle forme de précarité, vous les appelez cette nouvelle plèbe? Est-ce que cette nouvelle plèbe peut s'articuler à un mouvement ouvrier replié sur des figures spécifiques du travailleur industriel et du salariat? J'ai été approché par des syndicats, c'est vrai, parce que quand ils ont vu ce qu'on faisait, parce que je ne suis pas tout seul dans ce collectif coursier, quand ils ont vu ce que je faisais dans la presse, évidemment, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, en fait? Pas dans un but négatif, mais qui sont-ils? Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on s'est débrouillé un petit peu avec les moyens du bord. Il se trouve que les moyens du bord ne sont pas si pauvres que ça, parce qu'on a quand même tous les réseaux sociaux à notre époque, et c'est important, les réseaux sociaux à notre niveau. C'est des outils qu'on a su récupérer pour en faire des choses justement sociales. Dans réseau social, il y a réseau, il y a social, tiens, ça tombe bien. Et donc, dès le départ, en fin de compte, les syndicats n'ont pas mis trop longtemps à nous interroger et à savoir
quels étaient nos moyens d'action et qu'est-ce qu'ils pouvaient nous offrir. Et cette semaine, en fin de compte, la semaine dernière, j'ai lancé un sondage en fait sur notre plateforme Facebook, parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Donc dans ce milieu de 1000 et quelques gens, j'ai posé la question, est-ce que vous voudriez être rattaché à un syndicat ayant pignon sur rue, pour justement nous offrir une logistique, leur moyen d'action. Je m'attendais à quelque chose d'assez mitigé, voire non, on s'en fiche, parce que bon, les jeunes, ceux qui s'expriment souvent les plus vindicatifs sont les plus libertaires. Je suis content parce que je gagne 3 000 € et je bosse 50 heures par semaine. Et en fin de compte, non. En fait, ce qui est apparu, c'est que beaucoup de jeunes, presque 70%, ont envie de se syndiquer. Parce qu'ils ont compris les limites en fait, de ce qu'on pouvait faire sur Facebook. Et moi le premier, parce que je suis un des principaux animateurs. Et c'est vrai que c'est hyper chronophage. Hein. Il suffit que je pose un truc qui ne plaît pas à une dizaine ou une vingtaine dans ce groupe de milliers pour que j'y passe presque ma nuit à répondre à machin, à bidule. Donc il faut une logistique, il faut aussi que les jeunes aussi s'impliquent dans ce syndicalisme, parce que quelque part ça a un coût. Pour l'instant, je le fais à mes frais parce que j'en ai les moyens, mais je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Il faut que les jeunes prennent conscience, et en même temps que les syndicats prennent conscience qu'il y a quelque chose à récupérer, parce que c'est ce que je disais ce matin, j'étais à la CGT, un colloque en fait, et je leur ai dit, voilà, en fin de compte, ce que je disais tout à l'heure, le réseau social est déjà une forme de syndicalisme, en fait, même si des fois on parle de tout un tas de sujets futiles ou légers. Il s'agit des fois d'un sujet qui ressort, on le voit tous les jours sur Twitter, il y a des photos de chats, il y a des petites vidéos rigolotes, mais il y a un sujet qui prend le pas, un sujet sociétal. Et donc si un syndicat arrive à créer une plateforme sociale, en fait, il a tout gagné, parce que c'est comme ça que ça marche maintenant. Je disais il n'y a pas très longtemps à la CGT, il faut vous numériser. D'ailleurs, il a mal compris, il avait compris, il faut vous ubériser. Non, juste numériser. Et la jonction, pour vous, est possible entre ces deux mondes ? Écoutez, en tout cas, c'est ce que j'essayais d'évoquer aussi dans Révolution précaire, c'est-à-dire, en fait, je pense qu'il y a D'abord, justement, ce qui est très intéressant, c'est que l'enjeu d'auto-organisation des acteurs eux-mêmes est tout à fait fondamental, mais qu'en même temps, il peut y avoir des formes de convergence, d'agrégation avec des syndicats. Et je crois qu'il faut sortir en tout cas d'une lecture un peu dogmatique des choses, où il y aurait d'un côté les syndicats, de l'autre côté justement les groupes de jeunes ou les sociabilités de jeunes. Effectivement, je pense que les formes de la lutte aujourd'hui sont souvent des formes mixtes. Mais par contre, pourquoi ? Quelle est la tension, au fond, je crois, entre les nouvelles formes d'action et la question syndicale? Je pense que vraiment, alors c'est un enjeu très compliqué, mais ce qui est vraiment tranchant, c'est la question de la confiscation du pouvoir, c'est-à-dire la manière ou de la confiscation de la parole. Je crois que tous ces mouvements sont tout à fait prêts, et parce qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre justement les types de revendications, les types de construction syndicale et les pratiques de ces nouveaux mouvements, mais en même temps, ce sur quoi ils sont, à mon avis, intraitables, c'est sur la question de la confiscation de la parole et du pouvoir de représentation. Et là, il y a, je crois, des tas d'enjeux à négocier et des tas de choses peut-être encore aussi un peu à travailler du côté du syndicalisme, mais aussi, je pense, de manière conjointe entre les acteurs. J'ai pu diversement étudier des actions collectives. On voit toujours qu'à un moment, c'est l'idée, mais lui, il nous a manipulés, ou il a pris le pouvoir, etc. Donc il y a aussi des formes d'organisation à imaginer, à repenser, de manière à ce qu'effectivement, à l'enjeu d'horizontalité, qui a quand même été aussi, par exemple, on peut en penser ce qu'on en veut, mais par exemple, ce qui a animé Nuit debout, c'est-à-dire toute cette dimension d'horizontalité, elle doit être vraiment aussi entendue par les organisations. Vous parlez de Nuit debout, mais étonnamment, au moment de Nuit debout, place de la République à Paris, on avait donc les Nuits deboutistes sur la place, et un petit peu plus loin, à quelques mètres de là, les coursiers qui se réunissaient, les coursiers à vélo, qui se réunissaient et qui attendaient les commandes. Mais les coursiers n'ont jamais été, ou très peu, je crois, ont rejoint Nuit debout. Non, c'est vrai qu'au printemps dernier, la place de la République était un petit peu antagonistique, je ne sais pas si ça se dit. D'un côté, il y avait des nuits deboutistes qui voulaient changer le monde, et de l'autre côté, il y avait
les Take It Easy, en fait, c'était cette plateforme-là particulièrement qui était là, qui essayait de survivre, en fait, qui essayait de vivre. Alors, avec leur maillot vert, ils avaient l'impression, eux, de changer le monde, de changer le travail. Sauf que, quelques mois plus tard, Take It Easy plantait. Et donc, leur révolution à elle devenait un dirigeable à Hindenburg. Je reviens tout à l'heure, justement, je parlais d'éducation populaire. Et comment pendant des années j'ai travaillé avec des enfants puis des grands-enfants, des jeunes adultes, et j'ai appris, j'étais souvent dans l'animation, donc je parlais beaucoup, et à plusieurs moments je me suis rendu compte qu'en fin de compte, quand on les écoutait, les jeunes, que ce soit les enfants, des grands-enfants, et donc les collègues aussi avec lesquels je travaillais, quand on les écoutait, on avait plein de choses à apprendre en fait, parce que eux, ils vivent, ils sont nés avec cette modernité, ils sont nés souvent avec les réseaux sociaux, et donc c'est intuitif chez eux, quoi. Et donc dès le départ, ils ont eu la parole. On a vu ça il y a une quinzaine d'années. Il y avait Skyblog, en fait. Moi, je suis passé un petit peu à côté. J'étais dans mon travail, j'étais pas dedans. Et donc déjà les Skyblog, il y avait plein de choses. Le discours, en fin de compte, devenait parallèle, en fait, les gens pouvaient se parler, il n'y avait plus un discours radio, télé, on n'était pas prisonnier d'un message, on pouvait échanger, et avec les réseaux sociaux qui se sont multipliés, on a vu ça. Donc tout ça pour dire qu'en fait, compte, les jeunes ont vocation vraiment à être non plus éduqués, mais être entendus, parce qu'ils ont plein d'idées. Moi, le premier, je me fais des fois surprendre par des jeunes de 20-25 ans qui me disent « Ouais, mais... pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela ?» Parce qu'il y a un papa ou un grand-père, mais peut-être aussi parce que lui, il a échangé avec des potes à lui. Et ouais. Oui, le sociologue répondra, parce que là c'est vraiment un enjeu aussi pour un sociologue, c'est qu'on a souvent tendance à se représenter les gens comme absolument prisonniers dans un rapport de domination, etc. etc. En fait, il y a à la fois toute une dimension de pratique, à mon avis, et d'expérience, d'usage, de pratique, qui sont vraiment des formes d'échapper, des relations à la fois au monde du travail, mais aussi une créativité sociale, au fond que l'hégémonie d'un certain type de discours quand même, parce que je pense que qui justement a toujours été un discours du porte-parole, de la parole qu'on porte au bon peuple, etc. Je crois dont il faut vraiment sortir, et donc ce qui ne veut pas dire qu'évidemment les gens ont la science infuse, mais qu'il y a vraiment un travail autour des pratiques, hein. C'était aussi d'ailleurs autour de ça que j'évoquais tout à l'heure, autour des formes de groupes d'auto-organisation. Il y a vraiment, je crois, de comprendre qu'il y a au fond toute une dimension d'usage, de pratique qui sont à l'intérieur de cette société, et qui sont aussi des pratiques, des usages de contestation, mais qui sont des formes de pratiques et d'usages de contestation microscopiques ou moléculaires, hein, par rapport, et qui évidemment sont beaucoup moins visibles que les grands discours, que les grandes constructions. Mais il est important, y compris, alors là, c'est le sociologue qui parle à la sociologie, si je puis dire, il est vraiment important d'essayer de comprendre le monde plutôt du côté de la manière dont justement les acteurs le travaillent de manière critique et de manière, disons, à travers des conduites conflictuelles ou alternatives, plutôt que de les lire du côté de voilà, ils sont tous aliénés, etc. Même si évidemment, et je reviens sur un peu notre point de départ, les gens peuvent s'illusionner, mais en même temps, ils ne sont pas toujours dupes de cette illusion. D'ailleurs, vous-même, à un moment, si j'ai bien compris, vous êtes un peu illusionné, et effectivement, vous en êtes revenu. Donc c'est aussi ce travail à la fois réflexif des individus, mais aussi l'importance des groupes dans la dimension de réflexivité. Et c'est là où vous accolez à ces formes d'emploi dégradées le mot révolution et une fonction émancipatrice, libératrice. Oui. Est-ce que vous pensez au pouvoir d'émancipation de la précarité? Est-ce que pour vous, la précarité a eu un pouvoir d'émancipation? Est-ce que justement, ce que vous êtes en train de mener aujourd'hui, cette lutte pour des droits, pour les travailleurs ubérisés, est-ce que c'est votre propre émancipation aussi que vous avez? La précarité, c'est une contrainte. Et oui. Je ne sais plus qui disait que le meilleur carburant de l'innovation, c'est la contrainte, la créativité. Je ne sais pas si c'est pas Solzhenitsyn qui disait qu'en fin de compte, il n'a jamais été... Son livre, il l'a écrit en goulag, et il n'aurait pas pu écrire la même chose s'il n'avait pas lui-même été prisonnier. Donc
la créativité naît de la contrainte. Donc quelque part, on en arrive à un cycle qui fait qu'il y a eu la révolution industrielle, elle a mené à l'utilisation du charbon, donc des mineurs, donc de l'exploitation des mineurs, et donc forcément de la création de tout un tas de choses qui allaient vers le salariat, vers le syndicalisme et vers les revendications, vers de la liberté, en fait, un petit peu de liberté, vers des congés payés, vers du loisir, vers des choses comme ça. On en revient toujours là, quoi. Enfin, tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, repose sur l'homme qui est un animal social, quoi. On peut pas aller au-delà de ça. Même quand on veut aller au-delà, même quand on veut faire de libéralisme et du néolibéralisme et de libéralisme, ce que nous propose François Fillon, on s'aperçoit qu'on va vers un schéma darwinien qui sera le meilleur va tout rafler. On a une phrase dans l'économie collaborative qui est le winner takes all, quoi. Le gagnant rafle tout. C'est hyper sauvage, en fait. C'est darwinien, donc c'est sauvage. C'est-à-dire c'est le lion, le roi de la forêt, parce que c'est le plus grand, parce que c'est le plus fort, parce que c'est le plus prédateur. Mais quelque part, on est plus, nous, des fourmis que des prédateurs. Donc la masse qu'on est fera qu'au bout d'un moment, que ce soit dans tous les secteurs, on est obligé, la modernité, le progrès va vers du social. La modernité va pas forcément vers du social, parce que la modernité c'est un petit peu fourre-tout, mais le progrès va forcément vers du social. Donc forcément le numérique va être récupéré, et l'est déjà via les réseaux sociaux, parce que c'est d'eux dont on parle, c'est eux qui font parler, et c'est d'eux dont on parle. Forcément, on revient vers du social. Le patronat, le capitalisme a beau faire tout ce qu'il veut. Je le vois bien par rapport à la finalité de plus en plus de boîtes, de plus en plus de plateformes. La finalité, elle est dans la faillite, quoi. Ou elle est dans la revente au mieux, mais elle est dans la bulle, quoi. Elle est dans l'explosion d'une bulle qui fera que les gens vont se réapproprier le marché à la sauce peut-être certainement coopérative là, qui sera pour un mode de redistribution beaucoup plus équitable, beaucoup plus humain. Et on parlait tout à l'heure des jeunes de quartier qui sont les principaux utilisateurs des plateformes. Ils ont un rôle à jouer. L'économie coopérative est vraiment faite pour eux, parce que non seulement ils ont un travail, mais en plus ils ont un rôle à jouer dans la société. Ce rôle justement qui est la principale chose qui leur est pour l'instant retirée. Il n'y a pas de rôle, donc c'est pour ça qu'on parle des jeunes qui tiennent les murs. Macron, on parlait chez vous. Ces jeunes qui tiennent les murs, on leur offre un travail. On ne leur offre pas un travail, on leur loue avec toute la précarité, toute la potentialité négative qu'il y a, qui peuvent le perdre du jour au lendemain s'ils ont mal regardé le manager, ou s'ils n'ont pas le bon vélo, ou si la plateforme se casse la figure. La coopérative, voilà, leur permet peut-être de façon beaucoup plus régulée de travailler avec un mode redistributif équitable. Il est plus, voilà, le social, il sera là, et le numérique va nous amener vers ça, quoi. On parle de logiciels gratuits, d'open data. Il est là le progrès. Il n'est certainement pas dans un modèle hyper spéculatif, parce qu'on le voit, il est très très limité, que ce soit par rapport à Techitsi, puis d'autres plateformes qui ont coulé. Et les déboires de Uber et juridiques et économiques, ils perdent de l'argent, ils ont des procès. Donc si eux se pètent la figure un jour, c'est tout le modèle qui va s'effondrer. Et ce que j'essaye moi de faire avec mes camarades, mes petits camarades, c'est justement de travailler sur un modèle coopératif. Même si c'est compliqué et j'ai un petit peu de mal, parce qu'on est peu nombreux à être conscients de ça. Mais plus j'en parle dans ce monde-là, le monde de la coopération, le monde coopérativisme, on va dire, et plus les gens me disent mais oui, mais c'est ça, Jérôme, t'as compris. Alors que bon, j'ai pas fait les études pour, mais bon, sur mon vélo, j'en suis arrivé à comprendre ça. En tout cas, merci l'un comme l'autre pour avoir accepté de participer à cette émission autour du numérique et qui explose, mais aussi le précariat. Et merci à 5e étage. Et quant à nous, chers abonnés, rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Espace de travail.